Depuis 10 jours, la France entière et de nombreux observateurs dans le monde s'interrogent sur ce qui a bien pu se passer dans la tête d'Emmanuel Macron pour qu'il choisisse de dissoudre l'Assemblée nationale au pire moment pour son propre camp. Chacun y va de ses analyses, d'autant plus que le président de la République ne cesse de semer des indices troublants tendant à laisser penser qu'il n'a pas vraiment de problème avec l'idée d'une cohabitation avec l'extrême droite. François Boulot, avocat, figure historique des Gilets jaunes, a réfléchi sur la question et a publié une tribune sur le média indépendant et lucide. Une tribune dont le titre est explicite: Dissolution, le suicide macroniste. On en parle et on évoque aussi les classes populaires et leur vote, ce qu'est devenu au fond finalement le mouvement des Gilets jaunes, qui n'a pas pu arrêter et qui a peut-être même accélérer, en tout cas la réaction à ce mouvement, la formidable ascension du RN. C'est parti. François Boulot. Bonsoir Théophile. Alors tu es une des incarnations qui restera dans les mémoires comme une figure des Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, un mouvement qui a incarné le malaise, les souffrances et la révolte de la France d'en bas face à un exécutif Macron considéré d'abord et avant tout comme méprisant vis-à-vis du peuple. Tu t'es un peu retiré de la scène publique, mais tu n'as pas arrêté de l'observer. Face à la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre il y a 10 jours, tu as écrit une tribune publiée par Élucide, une tribune dans laquelle tu parles de ce que tu appelles le suicide macroniste. En quoi cette dissolution est un suicide ? Très simplement parce que Emmanuel Macron, en prononçant la dissolution de l'Assemblée nationale, il vient de perdre le pouvoir. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il n'aura pas de majorité à l'Assemblée nationale. Il va perdre à peu près au moins 100, peut-être même 150 députés. Et donc, sur le plan rationnel, cette décision, elle apparaît n'avoir pas trop de logique, parce qu'il va donner le pouvoir soit au Rassemblement national, soit au Front populaire, soit il n'y aura pas de majorité du tout, mais en tout cas... L'absence de majorité est le scénario le plus probable, selon les experts. Et c'est le scénario le plus probable, ce qui entraînera un blocage institutionnel, mais je pense qu'on va y revenir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que, rationnellement, Emmanuel Macron ne pouvait pas espérer obtenir un résultat plus favorable aujourd'hui qu'il y a 2 ans, où il avait eu ric-rac une majorité, pas absolue, mais où avec les LR, il avait pu, bon an, mal an, réussir à gouverner. Et donc c'est vrai que l'explication, je veux dire, j'aime pas trop faire de la psychologie et faire de la spéculation, mais on peut penser que Emmanuel Macron, il a pris cette décision un peu par péché d'orgueil. C'est-à-dire, ce qu'il faut bien voir, c'est que Macron n'est pas du tout dans la même situation sous son 2e mandat que dans le premier. Dans le premier mandat, il a tous les pouvoirs, quasiment. Il a une majorité absolue à l'Assemblée nationale. Surtout, il a des députés qui lui doivent quasiment tous leur place à Emmanuel Macron, parce qu'ils ont été élus sur l'étiquette En Marche à l'époque. Beaucoup d'entre eux étaient inconnus au bataillon. Exactement. Aucun n'a une assise territoriale, aucun n'est connu des électeurs, etc. Donc, une chèvre aurait été élue à la place d'un député LREM à l'époque. Donc, ils lui devaient tous sa place. Et comme il était candidat à sa succession pour 2022, en fait, Emmanuel Macron, il était vraiment au centre de l'attention et il avait que des courtisans autour de lui qui devaient prêter allégeance et voilà, tout tourner autour de lui. Dans la configuration du 2e quinquennat, Emmanuel Macron, non seulement n'a plus de majorité absolue à l'Assemblée nationale, mais surtout, il ne peut plus être candidat à sa propre succession. Et ça, c'est une nouveauté historique sous la Ve République, parce que finalement, la limite des 2 mandats, elle a été introduite sous Nicolas Sarkozy par la réforme de 2008. Et donc, je pense qu'Emmanuel Sarkozy a échoué son 2e mandat. Voilà, François Hollande n'a pas pu se représenter parce qu'il était beaucoup trop impopulaire à ce moment-là. Donc, Emmanuel Macron est le premier président depuis l'instauration de la limite des 2 mandats successifs à avoir été réélu. Emmanuel Macron, pardon. Et donc, il a fait l'expérience là que, effectivement, il n'était plus tout à fait au centre du pouvoir, que le pouvoir lui échappait, et qu'en fait, il y avait des personnes comme Édouard Philippe, comme Darmanin, comme Bruno Le Maire et d'autres qui avaient leur agenda personnel et qui se projetaient déjà sur 2027. Et donc, ajouter à ça la débâcle qu'il prend au scrutin européen, où quelques jours avant, il pensait, malgré les sondages, qu'il allait quand même atteindre les 20%. Bon, en fait, il fait 14%, et c'est vraiment une claque monumentale. Et donc, il s'énerve. Et donc, effectivement, un peu comme un enfant, il casse son jouet et il décide de dissoudre. Alors ça, c'est l'explication un peu psychologique. Mais je crois que ce qui est plus intéressant, c'est de s'arrêter sur l'explication structurelle. Parce qu'en fait, Emmanuel Macron, s'il avait à nouveau une majorité absolue, et s'il avait eu même la possibilité de réformer la Constitution, c'est-à-dire suffisamment de soutien pour faire sauter la limite des 2 mandats, ce qu'il a essayé de faire, simplement il n'a pas eu suffisamment de soutien. Si Emmanuel Macron se retrouve comme ça dans cette situation un peu contrainte,
c'est parce que en fait, on est dans une grande dynamique profonde où en fait, pendant 40-50 ans, on a eu un bloc central libéral, soi-disant progressiste ou plus ou moins progressiste, démocrate en tout cas, qui a exercé le pouvoir. Il l'a exercé à travers la droite et la gauche de gouvernement, c'était l'UMP ou le RPR et le Parti socialiste. Et en fait, Emmanuel Macron, en 2017, c'est le rabougrissement de ce bloc central. Pourquoi ? Parce que ça fait 40 ans que des décisions économiques ont été prises qui ont conduit à une désindustrialisation de la France et donc à, je dirais, un déclin dans la compétition économique mondiale, associé à un programme économique qui, à chaque fois, des politiques économiques qui ont contribué à augmenter les inégalités, toujours au profit des plus riches et au détriment de tous les autres. Alors ça a commencé à se faire ressentir surtout à partir de la crise des subprimes de 2008, où c'est les plus pauvres qui ont été touchés. Et puis, dans les années qui ont suivi, petit à petit, c'est remonté dans les couches de la population. C'est ce qui a expliqué notamment le mouvement des Gilets jaunes, où beaucoup de gens ne s'en sortaient plus, n'arrivaient pas à boucler les fins de mois. Et donc, Emmanuel Macron, il est quelque part l'incarnation de cette fin de régime institutionnel où le bloc bourgeois a dû arrêter l'illusion d'une alternance entre droite et gauche, un bloc central pour essayer de rester en vie. Et puis maintenant, on en voit la fin de ce bloc central parce que ce bloc central va perdre les élections législatives. Ça s'est acté. Et donc, on va se retrouver avec, encore une fois, les 3 scénarios possibles, soit la majorité absolue pour le RN, soit pour le Front populaire, ou alors, scénario le plus probable, un blocage des institutions parce qu'il n'y aura pas de majorité. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que s'il n'y a pas de majorité, il ne pourra pas y avoir de gouvernement institué parce que le gouvernement institué il doit tout de suite aller rechercher la confiance du Parlement. Et pour ça, il faut qu'il ait une majorité des votes en sa faveur. On en parlera, mais revenons à la dissolution. Tu écartes d'emblée un plan machiavélique consistant à ne pas finir son mandat et finalement pour empiler et faire un 3e mandat. Tu dis que là, de toute façon, même s'il y a pensé, c'est pas possible. Oui, au tout début, c'est la première hypothèse qui est sortie, qui a été évoquée ici ou là, dans un scénario effectivement machiavélien, où on aurait Emmanuel Macron qui chercherait à pouvoir faire un 3e mandat successif. Bon, en réalité, c'est impossible. Je veux dire, la Constitution, elle est très claire. C'est une limite de 2 mandats successifs, qu'ils soient complets ou pas. Donc l'hypothèse... C'est pas écrit qu'il soit complet ou pas, donc non, ils disent que peut-être que les interprétations peuvent... En fait, c'est parti d'un avis de l'ancien ministre de la Justice, Jean-Jacques Urvoas, qui, je crois, s'appuyait sur une décision judiciaire ou administrative qui a été rendue, mais pour la Polynésie française, où là, la disposition constitutionnelle, en tout cas celle qui s'appliquait pour l'autorité en question, c'était une interdiction de faire 2 mandats de 5 ans consécutifs, qui avait bien marqué 5 ans consécutifs. Bon. Donc, effectivement, là, on pouvait interpréter qu'il fallait bien qu'il y ait 2 mandats complets qui soient faits. Dans la Constitution, c'est pas indiqué, c'est 2 mandats successifs. Point barre. Ça veut dire que l'interprétation littérale, elle est très claire. C'est que le mandat ait été réalisé complètement ou pas, vous ne pouvez pas vous représenter quand vous avez fait 2 mandats successifs. Ce serait le cas d'Emmanuel Macron. S'il venait à démissionner, il ne pourrait pas se représenter. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il a essayé, il y avait eu beaucoup d'articles qui étaient sortis sur le sujet, il a essayé d'obtenir une réforme constitutionnelle. Il avait institué une commission transpartisane pour ça. Il avait consulté les anciens présidents, François Hollande et Nicolas Sarkozy. En fait, ce qu'on comprend, c'est qu'il va essayer d'obtenir l'accord des sénateurs LR parce qu'il en avait besoin pour faire passer une réforme constitutionnelle qui nécessite l'approbation des 3/5 du Parlement. Du Congrès. Et du Parlement, donc réuni en Congrès, c'est-à-dire de l'Assemblée nationale et du Sénat. Donc il avait absolument besoin des sénateurs. Il n'a pas obtenu manifestement les soutiens nécessaires. Donc il a abandonné cette idée. Donc il n'y a pas de risque de 3e mandat en fait. Ce qui est beaucoup plus préoccupant, c'est les informations qui sont sorties aujourd'hui. Dont on parlera. Alors de ton point de vue, donc le calcul au moment de la dissolution était de tirer profit d'une situation où une partie de la gauche et des LR pouvaient être sensibles aux sirènes d'une large coalition, parce que ces élections européennes ont été une sorte de bataille rangée au sein de la gauche. Et juste après, on a vu la bataille rangée au sein de LR avec une partie qui s'en allait avec le RN, même si finalement ce n'est pas une partie significative. Est-ce qu'on peut dire qu'on a constaté déjà que ce calcul est échoué ? Oui, le calcul est échoué. Le calcul, il était pour Emmanuel Macron de se dire, la gauche, en fait, s'est complètement divisée pendant le scrutin européen. Et en plus de ça, il y a eu quand même une diabolisation extrême de la France insoumise, assez infâme, je dois dire, quand on l'a qualifiée d'antisémite, alors qu'elle a simplement pris des positions qui sont les positions diplomatiques historiques de la France, c'est-à-dire dénoncer les crimes de guerre commis par Israël à Gaza,
sachant que la France insoumise avait aussi évidemment condamné les crimes de guerre commis par le Hamas le fameux 7 octobre. Bon, c'était une position qui était assez équilibrée. D'ailleurs, ça n'a pas posé du tout de problème là au moment de conclure le programme du Front populaire. Bon, en fait, on a bien vu que toutes les organisations de gauche étaient d'accord. Donc, c'est bien une stratégie de l'épouvantail qui avait été montée dans les médias contre la France insoumise. Et je pense qu'Emmanuel Macron, il avait fait le calcul de se dire, j'ai rendu la France insoumise, et en tout cas la France insoumise s'est rendue tellement infréquentable à l'occasion du conflit de ce qui se passait à Gaza plutôt, que du coup les autres organisations de gauche, et en particulier le Parti socialiste et Europe Écologie Les Verts, n'oseraient plus conclure un accord avec la France insoumise. Et du coup, Emmanuel Macron s'est dit qu'il allait pouvoir capter ces députés-là, et en proposant en particulier aux députés sortants de ne pas présenter de candidats face à eux de la majorité présidentielle. Donc on voit bien que sa stratégie, c'est effectivement d'essayer d'élargir la majorité en allant capter à gauche et à droite. Pas de chance, au bout d'1 ou 2 jours, la gauche avait déjà conclu un accord et c'était... le dimanche même, il y avait déjà des dizaines de milliers de jeunes dans la rue, donc la gauche était un peu piégée. Il y a une pression très forte de toute façon de la base, des militants et des gens en général pour demander à la gauche de s'unir immédiatement pour faire face au danger du Rassemblement national, parce que dans le moment, Emmanuel Macron, il prend quand même une décision, lui qui a été élu pour faire barrage à l'extrême droite, il prend quand même sa décision de dissolution au pire moment. Et au meilleur moment pour le Rassemblement national. Voilà, au meilleur moment pour le Rassemblement national. Après, il ne faut pas non plus, dire que cette décision elle est irresponsable en elle-même sur ce point-là. Parce qu'en fait, Emmanuel Macron, ça fait des années qu'il prépare la voie à l'arrivée au pouvoir du Rassemblement national, tout simplement par la politique économique qu'il a conduite. C'est-à-dire quand vous faites une politique économique en faveur des ultra-riches, et donc que vous appauvrissez le reste de la population, et que vous ajoutez à cela un mépris, une arrogance et des insultes permanentes, oui, il ne faut pas s'étonner si vous avez des gens qui veulent renverser la table et tout foutre dehors. Alors après, ça se joue entre le Rassemblement national d'un côté et le Front populaire de l'autre. Alors, a priori, aujourd'hui, le plan du gros bloc, une sorte d'UMPS, élargi peut-être à certaines fractions du RN, n'a pas fonctionné, puisque finalement, ni les LR ni la gauche ne se sont ralliés au panache d'Emmanuel Macron. Mais une grande coalition pourrait quand même se former après le vote, en l'absence de majorité absolue. Certains socialistes, certains LR, certains modérés, entre guillemets, pourraient finalement se rallier à Macron dans une sorte de nouvelle En Marche, c'est-à-dire puisque En Marche, c'est quoi, c'est un peu de LR et un peu de PS, ça pourrait s'élargir encore plus. Peut-être que c'est son calcul désormais. De toute façon, maintenant, il fait comme il peut, parce que la décision de dissolution, il l'a prise. Et puis, la dynamique ne va pas en sa faveur, parce que en fait, je pense qu'il comptait sur le fameux vote utile qui lui bénéficierait au détriment du Rassemblement national, sauf que à partir du moment où la gauche est unie, elle est beaucoup plus forte que le parti de la majorité présidentielle, donc le vote utile, il profite plutôt au Front populaire. Maintenant, c'est une possibilité que les députés socialistes et peut-être même Europe Écologie Les Verts... Les députés, on n'imagine pas tous quand même. Non, mais qu'une partie trahisse l'accord qu'ils ont conclu, parce qu'ils sont dans un accord là de gauche unie, qu'ils trahissent cet accord-là pour aller participer à une majorité présidentielle, c'est une possibilité. Mais il faudrait vraiment qu'ils aient pas le sens de l'histoire, parce que après leur carrière politique elle sera terminée. Des personnalités comme Raphaël Glucksmann se sont finalement joints au Front populaire alors qu'elle n'en pensait que du mal. Il y a le grand retour de François Hollande, et puis aussi il y a des jeux de croche-pied à l'intérieur du Front populaire, notamment venant de Fabien Roussel. Enfin, on a bien l'impression qu'il y a une bataille dans la bataille qui est engagée pour l'hégémonie de la gauche, une fois de plus, comme lors des européennes. Et à partir de ce moment, tout est possible, théoriquement en tout cas. Oui, bien sûr, mais après, de toute façon, on est dans une situation là pour analyser le mouvement des plaques tectoniques. On est à un moment vraiment charnière où se joue, comme toujours, mais dans un moment décisif, là, la bataille entre le capital et le travail, et le monde du travail. Je veux dire, ce qui va se jouer là, pour les élites, c'est comment elles parviennent à maintenir le néolibéralisme en place contre la volonté du peuple. Ils sont pas fous là-haut. Les riches, ils ont bien compris que les gens en ont ras-le-bol, qu'ils supportent plus l'inflation, que ce soit sur les prix de l'énergie, l'alimentation, les réformes du code du travail, de l'assurance chômage qui leur pourrit la vie, où on leur prend des droits en permanence, de la sécurité sociale aussi. Je pense aussi aux arrêts maladie, on veut rajouter 8 jours de carence, etc. Bref,
là-haut, ils ont bien compris en fait que les gens en ont de plus en plus ras-le-bol, et donc ils sont, à chercher une solution institutionnelle là pour maintenir le verrou de force. Et c'est pour ça qu'on voit qu'ils sont tout à fait prêts à ce que le Rassemblement national arrive au pouvoir, parce que le Rassemblement national a donné tous les gages de ce qu'il ne changera rien de la politique économique qui était et en ce moment, Jordan Bardella, c'est rétro-pédalage sur rétro-pédalage. Mais bien sûr, en fait, pour parler aux électeurs du Rassemblement national, parce que moi j'ai été dans le mouvement des Gilets jaunes, et il y en avait des électeurs du Rassemblement national, et pour certains, on a manifesté ensemble, on a combattu ensemble. Je pense que la gauche commet bien souvent une erreur fondamentale, qui est de condamner moralement ces gens, et de les traiter de racistes, de fascistes, de fachos, etc., etc. C'est une erreur monumentale. Il faut arrêter de mépriser les gens. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles ils votent Rassemblement national. On sait qu'une grosse part de l'électorat du Rassemblement national sont des gens qui n'ont pas fait d'études. D'accord. Est-ce que c'est pour ça qu'ils méritent le mépris? Parce que le mépris, ils se le prennent tous les jours, justement, de Macron et tout ce camp-là, qui se sent supérieurs et parce qu'ils ont fait des études supérieures, etc. Donc ces gens-là, il faut plutôt essayer de parler à leur intelligence et plutôt d'essayer de les convaincre en faisant des analyses, des raisonnements, en présentant des arguments. Et après, chacun juge en son âme et conscience. Et donc moi, il y a 3 arguments que je voudrais développer à l'attention des électeurs du Rassemblement national. Le premier, c'est ce que tu disais, Théophile, c'est que le Rassemblement national a déjà renoncé à quasiment toutes ces mesures sociales. Ils ont renoncé à abroger la réforme des retraites, ils ont renoncé à supprimer la TVA sur les produits de première nécessité, ils ont renoncé à exonérer d'impôt sur le revenu les personnes de moins de 30 ans, et ils ont même renoncé, parce que là on était sur les mesures économiques, ils ont même renoncé, non pas que je soutienne la mesure, mais à interdire le port du voile dans l'espace public. C'est juste pour dire qu'ils ont... Voilà, ils ont renoncé à quelque chose qui est impossible en fait. On est d'accord, mais ça montre bien qu'en fait, jusqu'alors, ils avaient balancé des promesses parce mais qui ne valaient rien du tout, parce qu'ils étaient très loin de prendre le pouvoir, et que maintenant qu'ils en sont aux portes, en fait, ils n'ont plus de programme et ils sont en train de jeter par la fenêtre toutes leurs promesses. Et je veux dire, c'était attendu, parce qu'en fait, voilà des personnes, si on regarde leur vote au Parlement européen ou à l'Assemblée nationale, qui ont toujours voté contre toutes les mesures sociales qui auraient pu aider les gens. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le Rassemblement national, finalement, c'est comme le macronisme, avec le racisme en plus. Et tu dis d'ailleurs que l'extrême droite a toujours trahi et trahira dans ta tribune sur Élucide. Bien sûr, mais ils trahiront, mais en fait, et derrière, ça, ce qu'il faut voir, c'est que du coup, ça n'améliorera pas la vie des gens. Voilà. Ce que ça va juste faire, c'est qu'éventuellement, ça va pourrir un peu la vie des autres. Et les autres, on a bien compris. Le voisin qui sait, c'est le musulman, l'immigré, etc. Bon, mais ça va pas aider les gens si les gens croient qu'en votant pour le Rassemblement national, ils vont améliorer leur vie, ils se trompent. Mais surtout, finalement, c'est pas ça. C'est-à-dire cette promesse, entre guillemets, de rendre la vie des autres moins bonne qui est le moteur du RN. Pas parce que les gens sont méchants, mais parce que dans le déclassement général, on a toujours envie de ne pas être le dernier de la classe, d'avoir non. En fait, c'est fondamentalement ce qui oppose la vision du Front populaire et du Rassemblement national. L'idéologie du Rassemblement national, en fait, elle admet le postulat du néolibéralisme qui est, il y a un gâteau, qui est la richesse, et je ne peux pas changer la clé de répartition pour ce qui concerne les riches. Les riches, il faut qu'ils restent riches, c'est super. Et donc, le Rassemblement national dit, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous réserver des plus grosses parts à vous, les Blancs, entre guillemets, parce qu'on va écarter les immigrés et les personnes avec des doubles nationalités. Enfin bref, on va faire du tri au sein de la société, et comme ça, les Blancs vont avoir plus. Bon, sauf qu'en fait, ça ne marche pas. Économiquement, c'est impossible à faire. Et la preuve, avec tous les renoncements qu'il y a déjà eu, il n'y a plus de problème économique. Alors que ce que dit le Front populaire, et tous les gens qui prônent une politique plus égalitaire, plus juste, c'est de dire, mais en fait, tout là-haut, il y a des gens qui captent beaucoup, beaucoup trop de richesses, des gens à qui on fait d'ailleurs des cadeaux fiscaux, d'exonération de cotisations sociales qui sont absolument démentiels chaque année. On a parlé de 200 milliards tout à l'heure par an, 200 milliards par an. Et c'est là-dessus qu'il faut revenir. C'est cet argent-là qu'il faut reprendre pour le redonner à la population générale. C'était la fameuse formule, il faut que la politique serve les intérêts des 99% et non plus des 1% les plus riches. Mais je voudrais insister sur juste 2 autres points concernant le Rassemblement national. C'est qu'il y a un énorme risque, évidemment, d'atteinte aux libertés publiques parce que Macron a déjà préparé le terrain. On n'arrive pas en terrain neutre où on était en démocratie et tout se passait bien. Ça fait 7 ans que Macron il a mis
complètement à mal les libertés publiques, la liberté de manifestation, la liberté d'expression, la liberté de la presse. On a encore une journaliste là de Blas qui est en garde à vue parce qu'elle enquête, enfin elle participait, elle couvrait une manifestation dans le cadre de vente d'armes justement à Israël. Bon, tout ça est très inquiétant et je veux dire quand on a pavé le terrain comme ça à une dérive liberticide, mais le Rassemblement national va s'en saisir. Et surtout, moi ce qui m'inquiète le plus, c'est les manifestations. On fait comment pour aller manifester quand déjà, sous Macron, je veux dire, la peur, c'était de se faire crever un œil ou de perdre une main avec les grenades de désencerclement. Mais là, ce qu'il faut bien voir, c'est que le Rassemblement national, il y a 50% des policiers qui votent pour le Rassemblement national. C'est-à-dire que là, vous allez avoir, pour les policiers qui sont des brutes, je ne dis pas que tous les policiers sont des brutes, mais pour ceux qui le sont, mais ils vont être complètement déchaînés. Ils vont avoir des ailes dans le dos, parce que ce sera leur camp qui sera au pouvoir. Et donc, ils se sentiront libres d'agir en toute impunité. Donc ça, c'est extrêmement dangereux. Et enfin, peut-être dernier argument, c'est qu'il est évident que le Rassemblement national a été diabolisé dans les années 80-90. Mais là, il faut voir, dans les médias, là, et parmi les puissants, les représentants politiques de premier plan, j'ai Emmanuel Valls en tête, par exemple, qui a été Premier ministre, mais que sont-ils en train de dire ? Est-ce qu'ils mettent un signe d'égalité entre le Rassemblement national et le Front populaire, en particulier la France insoumise ? Pas du tout. Le Front républicain, il s'est recomposé, comme Frédéric Lordon d'ailleurs l'avait anticipé il y a quelques années, il s'est recomposé contre la France insoumise et au profit du Rassemblement national. Et qui dit contre la France insoumise dit contre la gauche, parce que vu les équilibres politiques à gauche, exactement. Si tu tues la France insoumise, tu tues la gauche ou tu en fais une force d'appoint pour un centre droit, globalement. Exactement. Et donc on voit bien que le Rassemblement national, c'est une arnaque pour les électeurs, parce que c'était, et c'est toujours pour l'instant, l'assurance vie du système. C'est-à-dire que tant que le bloc central bourgeois incarné par le macronisme pouvait gouverner, c'est très bien. Maintenant, s'il faut aller vers la force identitaire qui agitera, je dirais, des chiffons rouges aux yeux des gens pour détourner l'attention des vrais sujets, et quitte à prôner... Et qui perdra le pouvoir après un mandat, enfin après quelques années, parce que c'est un peu ce qui s'est passé aux États-Unis avec Donald Trump. En fait, le pouvoir intéresse que son assurance vie soit utilisée le plus tard possible. Mais s'il faut faire un choix entre l'assurance vie, c'est-à-dire le Rassemblement national, et la force de gauche, en tout cas la force qui prône plus d'égalité, qui va donc beaucoup plus taxer les hauts patrimoines, les grandes entreprises, les plus riches, les bourgeois, ils ont fait leur choix. Hein. Là, on a bien compris. Hein. Et maintenant, on n'est plus à des signaux faibles. Hein. Les signaux faibles, c'était il y a 2 ans, quand Raphaël Enthoven il disait qu'entre Mélenchon et Le Pen au 2e tour de la présidentielle, il voterait Le Pen. Ça, c'est un signe faible. Aujourd'hui, on n'est plus au signe faible. On est sur les plateaux de télévision, on nous explique très clairement qu'au 2e tour, oh bah oui, hein, s'il faut, on pourra voter Rassemblement national si c'est un candidat France insoumise, surtout par l'extrême gauche. Hein. Alors, à la base, les Gilets jaunes semblent être majoritairement portés sur votre RN, peut-être pas en grande majorité, mais une majorité quand même. Après un moment où il a semblé possible de construire une fraternisation globale de la France d'en bas, voire de créer une voie politique indépendante. Pourquoi ? C'est un échec quand même. Disons que le mouvement des Gilets jaunes n'ait pas créé de nouvelles espérances, une forme nouvelle de politique, en tout cas, qui nous évite oui, bien sûr. ce tel étau. En fait, la force des Gilets jaunes, pour moi, ce qui était admirable, c'est que le mouvement avait réussi spontanément à concentrer les revendications sur l'essentiel. C'est-à-dire plus de démocratie et une meilleure répartition des richesses, globalement. Et justement, avait été mis à l'écart les questions d'identité, d'immigration, etc. Oui, mais les médias mainstream ont tout fait pour que ça revienne. Voilà, on a vu ces dernières années une droitisation du pays avec évidemment Vincent Bolloré qui a mené une action intense à travers ces médias. Très efficace. Et très efficace pour parler des faits divers et je veux dire pour droitiser vraiment le pays et mettre ces thématiques-là en avant. Et c'est l'inquiétude que j'ai, c'est que beaucoup de personnes là pensent, encore une fois, je pense qu'il y a peut-être des réflexes xénophobes dans le vote Rassemblement national, mais je pense que la plupart des gens, leur priorité, c'est surtout d'essayer d'améliorer leur vie personnelle. Il faut voir qu'il y a beaucoup de gens là, qui sont vraiment acculés, qui sont en très grande difficulté. Et le Covid et la guerre en Ukraine sont passés par là. Oui, c'est ça. Et on est dans une période de très grande confusion. C'est très compliqué de s'y retrouver parce que les médias mainstream ne font pas leur travail d'information comme ils le devraient. Et donc, on a beaucoup de gens qui sont perdus et qui pensent qu'en votant Rassemblement national, ils vont renverser la table et que les choses vont changer.
Moi, je le dis sur la base des arguments que j'ai donnés, rien ne changera avec le Rassemblement national. La vie de tous ces gens-là ne va pas s'améliorer. Voilà. Alors pour revenir à Emmanuel Macron, la piste la plus probable, la perspective la plus probable, c'est une sorte de situation sans majorité absolue, mais en sa défaveur. Et un certain nombre de rumeurs courent désormais sur le fait qu'il pourrait utiliser l'article 16, c'est-à-dire un article qui donne les pleins pouvoirs au président. Mais cet article ne peut être activé qu'en cas de troubles graves qui mettent en péril la nation. Alors, en fait, il y a plusieurs cas qui sont prévus dans l'article 16 pour sa mise en œuvre et qui sont assez flous. Et il y en a un qui vise la paralysie du fonctionnement des institutions. Je ne sais plus l'expression exacte, mais c'est un blocage du fonctionnement institutionnel, quelque chose de cet ordre-là. Le fonctionnement régulier des pouvoirs publics, je crois que c'est ça l'expression exacte. S'il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale, de fait, on ne peut pas former de gouvernement. Et donc, on pourrait interpréter la Constitution comme autorisant Emmanuel Macron à déclencher l'article 16. Alors, après avoir gouverné avec l'article 43, il gouvernera avec l'article 16. Ça pourrait être, disons, jugé conforme à la lettre par le Conseil constitutionnel, dont, je veux dire, les accointances avec le camp macroniste et Emmanuel Macron en particulier ne sont pas à démontrer. Mais je dirais évidemment, ce serait totalement contraire à l'esprit de la Constitution. La Constitution de la Ve République, c'est un régime présidentiel. C'est-à-dire que l'idée du général de Gaulle, c'est que le peuple va élire un représentant qui sera le président de la nation, et ensuite le peuple lui donne une majorité pour qu'il puisse gouverner. Bon. Si Emmanuel Macron déclenche l'article 16, là, effectivement, dans les jours, les semaines qui suivent le scrutin législatif, ça veut dire qu'il le fait après 2 élections européennes et législatives où il s'est pris une claque monumentale, où le peuple, une très grande majorité des gens lui ont dit « on veut plus de ta politique ». Donc ce serait évidemment totalement contraire à l'esprit de la Constitution qu'Emmanuel Macron déclenche l'article 16. En fait, la sortie... Mais s'il y a des émeutes, ce sera une occasion de plus de légitimer l'article 16. Mais bien sûr, ce serait ça le narratif qui serait construit. En fait, il y a 2 possibilités. Il y a la sortie démocratique, si on est dans le scénario le plus probable, où il n'y a pas de majorité, on ne peut pas former un gouvernement. La sortie démocratique, c'est quoi? C'est Emmanuel Macron, il démissionne. C'est ça, l'esprit de la Ve République, c'est il démissionne. Et là, il y a de nouvelles élections présidentielles où on peut organiser une vraie campagne électorale et où il y a des vrais débats de fond et où là, je veux dire, une personne sera élue et généralement, peut-être que là, ce ne serait pas le cas parce qu'on arrive dans une crise effectivement assez historique, assez inédite, mais pour l'instant, le pays a toujours donné au président nouvellement élu une majorité. Donc, la sortie démocratique, ce serait une démission d'Emmanuel Macron pour aller vers une nouvelle élection présidentielle. L'autre sortie, c'est le coup d'État. Et c'est Emmanuel Macron qui déclenche l'article 16. Et effectivement, dans ce cas-là même, il pourrait y avoir des émeutes contre l'article 16, ce qui du coup viendrait légitimer l'application, le déclenchement de l'article 16 aux yeux du Conseil constitutionnel qui dirait « Ah bah attendez, vous avez vu l'état du pays, maintenant il y a plein d'émeutes, c'est le feu partout, donc il faut bien que quelqu'un puisse gouverner et que le pays soit gouverné, et donc il n'y a pas d'autre choix que de mettre en place l'article 16. » Après, je dirais 2 choses. La première, c'est que je ne sais pas dans quelle mesure ça peut durer longtemps quand même, cette histoire. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de garde-fous. À l'article 16, il n'y a pas de durée limitée prévue dans la Constitution. Les 2 garde-fous, c'est un Conseil constitutionnel qui, à partir de 60 jours, peut décider de plein droit en fait, de se saisir et de mettre fin à l'article 16. Mais donc tout repose sur le Conseil constitutionnel. Et le deuxième garde-fou, c'est la procédure de destitution, parce que pendant l'article 16, le Parlement a le droit quand même de se réunir, sauf qu'il n'a pas de pouvoir. Mais le seul pouvoir qu'il peut avoir, c'est de déclencher la procédure de destitution. Mais pour ça, il faudrait qu'il y ait donc 2 tiers de l'Assemblée nationale qui déclenchent la procédure de destitution. Ensuite, il faudrait que l'Assemblée nationale et le Sénat, réunis en congrès, votent aux 2 tiers la destitution du président de la République. Donc, les garde-fous, ils sont pas très très solides non plus. Simplement, sur la durée, ça voudrait dire qu'à un moment donné, je veux dire, il va bien falloir retourner aux urnes quand même. Ou alors, c'est-à-dire qu'on rentre dans un monde sans élection. Ou alors peut-être que tout cela signifie que la Ve République, c'est fini. Ce n'est plus adapté à la France d'aujourd'hui. C'est possible, mais en fait, je pense que là, la crise qui traverse le pays, elle est plus profonde. La Ve République, c'est le régime le plus solide, le plus stable qu'on n'avait jamais eu. Et malgré ça, là, on voit bien qu'on arrive sur une crise institutionnelle inédite. En fait, on a fondamentalement un blocage parce qu'on a des élites là-haut qui ont décidé de gouverner sans le peuple, qui ont décidé de gouverner contre lui.
Et c'est ça, en fait, le verrou qu'il faut faire sauter, c'est qu'il faut arriver à renverser les puissants qui sont là-haut et qui sont en train de pourrir la vie de tout le monde. Et simplement sur l'article 16, je voudrais dire que c'est peut-être le meilleur argument qu'Emmanuel Macron là, donne en faveur du vote pour le Front populaire. Parce que si on réfléchit dans les 3 scénarios, si c'est le Rassemblement national qui a la majorité absolue, alors il y aura cohabitation, mais peut-être qu'il y aura des émeutes. Donc ça donnera un prétexte à Emmanuel Macron pour déclencher l'article 16. S'il n'y a pas de majorité des 2 côtés, on l'a dit, il y aura un blocage institutionnel, donc ça donnera le prétexte à Emmanuel Macron pour déclencher l'article 16. En fait, le seul scénario où Emmanuel Macron ne pourrait pas du tout déclencher l'article 16, c'est si le Front populaire obtient la majorité absolue. Parce que là, vous aurez une cohabitation, et a priori, j'ai rarement vu les gens de droite ou d'extrême droite faire des manifestations massives dans la rue pour contester un pouvoir qui, très rapidement, prendrait des mesures qui vont en faveur des gens. Merci François Boulot, avocat, figure historique des Gilets jaunes, d'avoir répondu à nos questions à ce sujet, au sujet de la crise politique que nous connaissons.